Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions politiques. Ils ont débarqué par surprise le 17 janvier dans les rues de Bruxelles. Une ribambelle jeune et joyeuse qui réclame un changement de cap radical en matière de politique climatique. Un mouvement né en Flandre mais qui s'est rapidement étendu. Et depuis chaque jeudi, les jeunes manifestent et pas seulement dans la capitale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont secoué le monde politique. Alors comment la jeune génération d'hommes et de femmes politiques voit-elle cette mobilisation? Entend-elle ces revendications? Se sent-elle un interlocuteur privilégié de cette jeunesse? C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui dans Questions politiques. Émilie Vanaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue à l'ULB. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler à propos de ces manifestations qui se multiplient, de phénomènes uniques qu'on avait rarement vus? Peut-être par l'ampleur, c'est vrai que ce sont des phénomènes de très grande ampleur, mais l'idée que les jeunes amènent des questions politiques à l'agenda, ça c'est peut-être un petit peu moins nouveau. On sait que, par exemple, mai 68, c'était amené par les jeunes. En Belgique, la question fédérale et fédéraliste a aussi été amenée par une jeune génération. Donc là, peut-être qu'on est plutôt dans la continuité. On voit que dans les partis aussi, quand on veut amener une nouvelle question, c'est souvent les organisations de jeunesse des partis qui viennent amener une question et la porter pour l'ajouter au programme des partis politiques. Donc l'ampleur est inédite. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une surprise du politique, qu'il ne s'attendait pas à ça? Sans doute, je pense qu'il y a un élément là qui vient déconcerter un petit peu les politiques, mais c'est justement le propre de la jeunesse et de ce type de mouvement. Alors Delphine Houba, bonsoir. Vous êtes toute nouvelle échevine de la culture, entre autres, à la ville de Bruxelles pour le Parti socialiste. Ça a été une véritable surprise pour vous de voir tous ces jeunes dans les rues, ou alors vous avez senti quelque chose? C'est pas du tout une surprise que les jeunes se mobilisent, parce que comme on vient de le dire, c'est pas nouveau. Ceci dit, de fait, l'ampleur est telle, et la fréquence aussi, le fait que le mouvement s'amplifie, je pense, est assez marquant, je pense, par rapport au temps qui nous occupe. Et voilà, et moi je les soutiens vraiment. Je pense que c'est vraiment important que les jeunes se mobilisent, envoient des signaux. C'est notre avenir aussi, finalement. Enfin, on est quand même plutôt jeunes autour de la table aussi, ça nous concerne. Maintenant, voilà, j'y étais, mais j'ai maintenant une fonction politique. Et donc l'idée aussi, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait comme action. Oui. Alors Alexandre Pearson, bonsoir. Vous êtes conseiller communal CDH à Woluwe-Saint-Pierre. Est-ce que vous vous sentez, vous, jeune politique qui s'est lancé il y a quelque temps, est-ce que vous vous dites, moi, je comprends mieux ces jeunes et je suis peut-être un interlocuteur privilégié pour relayer leurs revendications? Je pense qu'on est définitivement des interlocuteurs privilégiés. D'abord, parce que je suis aussi chaque semaine dans des écoles et que je suis en contact directement avec les étudiants. J'étais aux côtés d'eux lors des manifestations ces dernières semaines. Mais surtout parce qu'on a des mandats, qu'on est tous ici mandataires, qu'on peut directement interpeller un président de parti ou plus localement parfois même un bourgmestre. Et en fait, ça fonctionne. Il ne faut pas croire que parce qu'on est d'une autre génération ou parce que notre président de parti est d'une autre génération, il n'écoutera pas. Par exemple, à Woluwe-Saint-Pierre, ça fait 3 ans qu'on parle de mettre le développement durable au centre de notre action politique. Et ça a été entendu puisqu'on a réalisé le dernier programme électoral en collaboration avec des jeunes de tout quartier, sans étiquette politique et axé avec un fil vert comme fil conducteur. Donc voilà. Alors Aymeric Delamotte, bonsoir. Vous êtes conseiller et maire à Woluwe-Saint-Pierre. Alors je voudrais vous faire réagir à un propos de Charles Michel qui, quand il parlait de ces manifestations climatiques et du fait qu'on estimait que le politique n'en faisait pas assez, il a eu cette phrase: beaucoup a été fait, beaucoup a été réalisé, mais peut-être pas assez expliqué. Est-ce que vous partagez son point de vue ou vous avez aussi l'impression qu'on a perdu quand même énormément de temps dans la gestion de cette crise climatique? Non, je partage son point de vue de manière générale, mais bon, évidemment, le propre du politique, c'est d'agir et puis d'expliquer correctement son action. C'est pas toujours facile, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La Mélisse Marguem a beaucoup travaillé, mais comme vous le savez, cette lasagne institutionnelle ne facilite pas les choses parce qu'évidemment, nous avons 4 ministres de l'environnement, de l'énergie, donc c'est difficile pour la ministre au fédéral de tout faire toute seule, elle doit se concerter avec ses partenaires, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je vous rappelle un plan interfédéral qui a été acté et signé en décembre 2017, donc il y a plus d'1 an, qui mettait les bases générales d'une vraie politique climatique vers une transition énergétique. Récemment, il y a quand même 1 mois, il y a des objectifs très ambitieux, très concrets qui ont également été votés entre tous les ministres
les 4 ministres de l'Environnement, qui sont quand même très ambitieux. Je vais peut-être citer deux objectifs, c'est de réduire finalement les émissions de gaz à effet de serre de 30% en 2030 et 40% en 2050, et évidemment d'augmenter la part du renouvelable de 8 à 18% et même à 32% en 2050. Donc c'est très ambitieux. C'est essentiellement pour vous une question d'explication. Beaucoup, parce que comme je viens de vous le dire, les objectifs sont assez ambitieux et à l'auteur des événements. Alors Maëlle de Brouwer, bonsoir. Vous êtes échevine du climat à Uccle, vous représentez le parti écolo. On a entendu d'autres dire qu'on avait perdu 10 ans, c'est le cas de Céline Frémaux, entre autres la ministre CDH de l'Environnement. Vous partagez, vous, l'avis de votre collègue de Beaulieu-Saint-Pierre? Vous avez estimé que c'est un zéro pointé en matière climatique? Zéro pointé quand même pas, mais je pense que le gouvernement a vraiment et cruellement manqué d'ambition justement dans les objectifs climatiques. Écolo, par exemple, nous ce qu'on veut, c'est d'ici 2050 atteindre 100% de renouvelables. Voilà, c'est un exemple. Et alors, je ne rejoins pas mon voisin sur un fait qui dit que la politique, un des rôles, c'est d'informer, après, d'expliquer ce qu'on fait. En fait, non, c'est peut-être une question de comment est-ce qu'on fait de la politique. Nous pensons qu'en fait, il faut inclure les citoyens et les citoyennes le plus en amont possible dans les projets. Donc, voilà. Ouais. Alors il y a eu beaucoup de compréhension de ce mouvement, on a entendu beaucoup de politiques dire bravo, allez-y les jeunes, continuez à vous mobiliser, et puis il y a eu d'autres réactions, on va dire, plus dubitatives, plus perplexes. Je vous propose de découvrir une réaction de Georges-Louis Boucher, vous allez la découvrir tout de suite sur cet écran, et il a réagi sur Twitter en disant « Et ces jeunes ne voyagent jamais avec Ryanair, n'ont pas d'iPhone, n'ont jamais poussé la porte d'un Primark, je suis rassuré, ces ministres sont en poste au vote suite au vote de 6 millions d'électeurs lors des élections. On parle de moins de 35 000 personnes aujourd'hui. Stéphanie Koplovitch, bonsoir. Vous représentez le PTB sur ce plateau. Une réaction par rapport à ça ? Écoutez, c'est vraiment énormément de mépris pour les jeunes qui sont dans la rue. Et aussi, je trouve que si on prend ce que la ministre Marguem a fait, il y a un truc qui est un peu dingue, c'est qu'on est 75 000 personnes dans la rue en décembre, que le lendemain, elle va à la COP24 en jet privé et qu'elle va juste signer un non. Donc je pense que les jeunes ont très bien compris, c'est pas un manque de pédagogie, ils ont extrêmement bien compris que les enjeux sont primordiaux et qu'on est en train de juste faire beaucoup, beaucoup trop peu pour leur avenir. Donc quand ils disent on brosse les cours, mais quel avenir? De toute façon, qu'est-ce que vous nous proposez? Je trouve que c'est faire preuve de beaucoup, beaucoup trop de mépris de dire ils n'ont pas compris. Ils ont très bien compris. Oui, enfin, allez-y. Je pense aussi que si un vol jusqu'à Barcelone coûte aujourd'hui moins cher qu'un aller-retour à Coxide, il y a quand même aussi une part de responsabilité au niveau du politique. Oui, alors je voudrais vous proposer une autre réaction. C'est une réaction du président de la NVA, Bart de Wever, qui a dit, lui, cela ne doit pas devenir une sorte de pensée apocalyptique conduisant des jeunes à manifester contre leur propre style de vie. Est-ce que vous pensez, Delphine Houbat, à un moment donné, qu'il y a un comportement contradictoire peut-être de ces jeunes par rapport à leurs habitudes et le fait qu'ils demandent des changements qui entraîneront forcément un bouleversement de ces habitudes? C'est tout l'enjeu de réconcilier la fin du mois et la fin du monde. Je pense que c'est pas une bonne idée, justement, en tant que politique, de jouer sur les peurs. On n'est pas là pour faire peur aux gens, on est là pour leur apporter des solutions, et des solutions, il y en a. Et donc je pense qu'il faut plutôt accompagner cette transition. Je veux dire, il y a les gilets jaunes dans la rue, il y a des jeunes qui se mobilisent, et pas que des jeunes d'ailleurs. Je veux dire, les manifs en décembre, en janvier, c'était vraiment de l'intergénérationnel et c'était vraiment beau à voir. Ici, je pense que voilà, l'urgence est établie, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une priorité pour 93% des Européens, 92% des Belges selon un Eurobaromètre. Et donc, et vous pensez vraiment que les jeunes sont prêts à changer fondamentalement leur style de vie? Parce que forcément, si on doit agir pour sauver le climat, il va falloir modifier nos habitudes de manière très profonde. Oui, mais là, il ne faut pas confondre l'individuel et le collectif. Évidemment, il faut faire des efforts au niveau individuel. Moi, ça fait 6 ans que je fais mes produits de nettoyage moi-même. J'achète en vrac comme je peux. Je suis venue ici en transport en commun. C'est très important de faire ces changements au niveau individuel. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici d'un enjeu collectif. C'est de la responsabilité des politiques aussi d'amener des solutions sur les transports. Comment ça se fait que quand on veut aller à la COP24 en Pologne, c'est si compliqué de prendre un train de nuit, quoi. Je veux dire, il y a des solutions à apporter et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens qui sont là. Il n'y a jamais eu autant de liquidités dans les banques et de dividendes pour les actionnaires. L'argent est là et donc il faut mettre en place un plan
climat qui permet de créer de l'emploi et d'isoler. Alors, Aymeric de Lamothe, une réaction aussi par rapport à la réaction de Georges-Louis Boucher de ce tweet sur la contradiction qu'il voit sur le comportement des jeunes par rapport à leur volonté de changement quand ils manifestent. Je comprends, parce que je comprends qu'il peut y avoir parfois une contradiction, parce que je pense que tout le monde est un peu contradictoire, mais je pense que la solution doit venir d'une part des politiques, mais j'entends beaucoup de la part des jeunes des revendications très parfois véhémentes à l'égard des politiques. Je pense qu'ils ont raison, parce que l'enjeu climatique est très important, mais comme vient de le dire ma voisine de gauche, c'est aussi important que chacun fasse sa part, et je pense que les jeunes aussi maintenant doivent peut-être considérer certaines attitudes différemment, enfin adopter d'autres attitudes. Moi je pense par exemple au fait de consommer local, je pense peut-être à moins prendre l'avion, au lieu de prendre l'avion 2 fois par an, ne prendre l'avion qu'une fois tous les 2 ans, et peut-être alors reconsidérer sa vision du voyage également. Et vous avez dit également quelque chose de très intéressant, c'est par rapport, moi je trouve qu'il est très important de ne pas maintenant précipiter les mesures qu'on va prendre et de ne pas opposer la fin du monde à la fin du mois. N'oubliez pas qu'on a eu des, donc il faut, on a eu des manifestations. Les manifestants demandent urgence, oui, vous dites qu'il faut prendre son temps. Non, c'est pas, mais il ne faut pas aller vers une écologie dite punitive. C'est très important pour moi parce qu'on a quand même eu des manifestations assez véhémentes, encore plus véhémentes par rapport aux Gilets jaunes, dont la première revendication c'était la diminution des taxes. Donc faisons attention plutôt de ne pas finalement que les moins pollueurs subissent les problèmes du réchauffement climatique et soient les premiers impactés. Donc, alors les mesures d'urgence à prendre pour vous, Stéphanie Koplovitch, quelles sont-elles ? D'abord, je vais aussi revenir sur ce qu'on dit. Donc, évidemment qu'on ne doit pas faire payer ça aux travailleurs. Mais aujourd'hui, on voit que les plus gros pollueurs, c'est les grandes industries. Et jusqu'ici, on n'y a pas touché. Donc, les histoires des quotas CO2, c'est devenu juste un business, en fait. Et globalement, ça n'a pas fait baisser les émissions. Oui, mais concrètement, pour qu'on comprenne vos urgences à vous. Donc, on a plusieurs urgences. On propose aussi un grand plan climat d'investissement de 10 milliards dans la révolution de l'hydrogène, qu'on appelle. Donc, c'est aussi pour avoir du 100% renouvelable à relativement court terme. On propose aussi, donc parce que je rejoins, je ne sais plus qui disait ça, parler de lasagne institutionnelle. Oui, nous on est pour remettre ça au sein d'un ministre et qu'on avance comme ça de manière beaucoup donc on refédéralise certaines compétences. Absolument, il y a des compétences. De toute façon, nous on n'est pas des séparatistes, donc ça c'est très clair. Donc oui, un seul ministre compétent et des investissements massifs dans, pour nous, la révolution de l'hydrogène, mais aussi des investissements massifs dans les transports en commun gratuits. Ça, on sait que aussi le transport est un des problèmes, et on a aussi des ambitions de tripler tous les transports, tous les trajets en train et en transport en commun à relativement court terme. Alors Alexandre Pierson, s'il fallait dégager certaines priorités que vous voudriez mettre en œuvre très rapidement, puisqu'il y a une attente très importante de ces jeunes aujourd'hui. Alors prenons simplement Bruxelles. Bruxelles, 70% des émissions carbone proviennent du bâtiment, donc soit l'électricité ou le chauffage. Donc on a évoqué, et je suis très heureux d'entendre mon collègue Aymeric de Lamothe nous rejoindre là-dessus, il faut aujourd'hui que la transition énergétique soit solidaire. Les passoires énergétiques à Bruxelles, c'est bien connu. Je pense qu'on a le bâtiment qui est le moins bien entretenu du pays, proportionnellement. Et donc, investir massivement dans l'efficacité énergétique, dans l'approvisionnement en énergie renouvelable, en énergie propre, et dans l'isolation, mais d'abord avec nos Je pense que ce sera partagé par beaucoup de personnes autour de la table, cette proposition. Maëlle de Brouwer. Oui, tout à fait. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est en l'occurrence d'aider les gens à isoler leur maison et ainsi de réduire leur facture de 30%. Comment ? Grâce à des primes, en tenant compte évidemment des revenus de chacune et chacun, aider en priorité les bas salaires, également les moyens salaires, et aussi en faisant des prêts à 0%. Voilà, c'est une chose. On parle aussi, donc, évidemment, de transport. Nous proposons d'investir 7 milliards dans le transport en commun pour augmenter l'offre, pour que la ponctualité soit plus de mise, et donc offrir une réelle alternative à la voiture. Alors, Émilie Van Hooft, est-ce que là, il y a une série de propositions qui sont faites? Est-ce qu'elles sont compréhensibles par les jeunes? Vous en avez rencontré ce matin encore. Est-ce que vous pensez que c'est audible, ces propositions-là, pour ces jeunes? Oui, tout à fait. Donc, on est assez impressionnés. On a un projet là de recherche qui travaille avec 50 écoles, 1000 élèves, qui travaillent chacun sur un thème parmi 6 thèmes proposés. Un des thèmes était l'environnement. Et ils travaillent sur base de textes, c'est-à-dire sur base de propositions, déclarations ou arguments d'acteurs politiques et d'acteurs sociaux. Et on voit qu'ils décortiquent ces textes de manière très claire. Et puis, on a vu aujourd'hui la rencontre entre jeunes et politiques. Et on voit qu'ils parviennent à s'approprier les arguments et
à questionner les acteurs, les bons acteurs, à diriger leurs questions en fonction Mais quand on parle ici de lasagne institutionnelle, de refédéraliser certaines compétences, est-ce que ça, vous pensez qu'ils le comprennent? Ils le comprennent si on le leur explique. Mais à la base, non. Quoi, à la base, c'est pas inné. La lasagne institutionnelle à Bruxelles, le paysage politique et la manière dont se prennent les décisions n'est pas connu, c'est ça? Non, ce n'est pas connu et ce n'est pas enseigné non plus. Donc là, dans le cadre du projet, on va dans les écoles on traite de ces questions et on voit que quand on le fait, la connaissance et la manière de maîtriser les thématiques et les institutions s'améliore nettement. Alors on va voir en tout cas qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis du politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais vous proposer de découvrir l'extrait d'un communiqué de presse qui a été envoyé par les étudiants après la deuxième manifestation. On va le découvrir tout de suite et voilà ce qu'il disait: nous ne croyons plus au progrès vendu par votre génération de responsables politiques. Nous désirons autre chose, un autre horizon que celui de l'accumulation matérielle et l'aliénation des individus. Nous actons ici la déconnexion entre votre monde et le nôtre. Nous aspirons à une toute autre société. C'est plutôt dur à entendre pour une jeune femme politique, Delphine Houbassa. Non, parce que je partage en partie l'analyse. Moi, j'aime beaucoup me référer à Stéphane Hessel, qui nous avait lancé indignez-vous d'abord. Et donc, c'est très bien de s'indigner. Une manifestation est une manière de s'indigner. C'est une manière de dire je ne suis pas d'accord avec la situation et les politiques ou les non-politiques qui sont prises. Maintenant, il ne faut pas oublier le deuxième tome qui était engagez-vous. Et donc, aujourd'hui, on entend souvent aussi que les jeunes ne s'engagent pas, qu'on ne les voit pas, etc. Si, les jeunes sont engagés en politique, il y en a. Ils ont aussi peut-être d'autres manières de le faire. Il y a tout un panel de possibilités pour s'engager. On peut participer à des manifestations, on peut être bénévole pour une ONG qui fait du plaidoyer politique, on peut s'engager dans un parti politique, on peut voter. Et c'est pour ça que je suis très attachée aux cours de citoyenneté, parce que c'est vraiment un levier. On l'a dit, les jeunes sont sensibilisés, mais il faut quand même pouvoir les accompagner dans tout ça, leur donner les clés aussi pour décoder l'actualité et la politique. Et donc, j'y suis très attachée. Alors, je disais que les jeunes, effectivement, attendent des choses, mais en même temps, les promesses, ils n'y croient pas tellement. Écoutez ce que disait une des porte-paroles de la manifestation. C'était juste après la manifestation de jeudi passé. Les politiciens parlent de nous seulement, ils nous racontent ce qu'ils ont déjà fait, ou chacun a sa manière de dire un peu, mais en campagne électorale aussi. Exactement. Mais je pense que nous, ce qu'on demande, c'est que justement, comme on est en campagne électorale, qu'ils mettent dans leur futur projet plus encore d'ambition qu'avant, parce qu'il faut un mouvement beaucoup plus rapide. Et c'est ça qu'on demande, et justement parce qu'on est en période électorale, donc il faut préparer les programmes. Tout parti confondu, j'imagine. Exactement, on est apolitique, on ne vise aucun parti, on vise tous les partis parce que ça devrait être une priorité pour tout le monde. Alors Stéphanie Koplovic, est-ce que la parole politique est audible de quelque parti que ce soit aujourd'hui? Pour les jeunes, vous voulez dire? En tout cas, je comprends qu'ils soient en colère et franchement, je le suis aussi. Quand on entend au Parlement Marguem dire après la première manif, on va envoyer des coachs dans les écoles. Oui, mais même vos propositions, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils les entendent et se disent pourquoi pas, elles sont peut-être réalisables? Je pense, donc on a un mouvement de jeunes au PTB qui s'appelle Red Fox, et l'année dernière... Mais là, ils sont plutôt convaincus, s'ils sont dans votre... Donc je voulais vous dire, on a été dans plein d'écoles à travers la Belgique et on a discuté avec 7000 jeunes en tout sur des thèmes différents comme le racisme, le sexisme, l'éducation, la pauvreté. Donc il y avait 6 thèmes différents et on a fait ça. Donc on a parlé avec 7000 jeunes et 7000 jeunes qui ont un avis, qui ont des avis pertinents, intéressants et qui sont, qui ont des avis, je rejoins vraiment Émilie, ils comprennent tout à fait et on devrait beaucoup plus les écouter et leur colère et leur indignation aujourd'hui, elle est totalement légitime et je la partage. Oui, Aymeric de Lamotte, est-ce que vous pensez que ce que vous pouvez dire aujourd'hui, ce que vous pouvez promettre quand vous les rencontrez, on va faire ça, est-ce qu'ils y croient? C'est vrai que le politique n'a pas toujours lié la parole à l'action. Et c'est clair, je pense qu'il faut réhabiliter la démocratie représentative. Je pense que c'est encore le meilleur système. On parle beaucoup de démocratie participative. Mais moi, je crois beaucoup au fait que des gens élisent des représentants pour réaliser leurs promesses et faire un vrai travail d'élu, un travail politique. Et justement, Mademoiselle parlait d'ambition et ça rejoint un sujet dont abordait Mademoiselle de Brouwer à propos des transports en commun. Moi, le MR a une grosse ambition par rapport à l'extension du métro. Pas seulement le métro nord, mais aussi créer d'autres parties vont aussi.
Oui, mais j'étais étonné que mademoiselle parle de transport en commun, alors que justement Écolo veut dépenser des milliards, mais pas pour un métro, alors que le métro permettrait d'aérer la surface, de faire des pistes cyclables continues et sécurisées, et de faire des trams en site propre, ce qui serait très intéressant. Ça permettrait de dépolluer la capitale également. Alors, Maëlle de Brouwer, on va vous permettre de répondre à l'accusation, à la critique. Allez-y. On parlait d'ambition, donc c'est important de souligner ce projet. Donc, Écolo n'est fondamentalement pas contre le métro. En fait, il y a juste une série d'études qui montrent que certaines extensions du métro n'en fait pas lieu d'être, notamment en raison de la densité de population dans certaines communes, dans certains quartiers, etc. C'est pour ça qu'en certains lieux, il est logique qu'il y ait un métro, on le comprend, mais pas ailleurs, tout simplement. Alors on a déjà fait des débats sur le métro Nord, sur cette antenne, on va pas s'étendre là-dessus, mais je voulais revenir avec vous, Émilie Van Hoodt, sur ces attentes et puis cette méfiance par rapport aux politiques. Vous avez fait un sondage sorti des urnes lors du scrutin communal et provincial, une enquête interuniversitaire par rapport à la perception des jeunes de la politique. Qu'est-ce que ce sondage vous a appris ? Plusieurs choses. D'abord, qu'il faut distinguer différentes attitudes. Qu'en termes d'intérêt pour la politique, il n'y a pas nécessairement un moindre intérêt de la part des jeunes. Il y a peut-être des différences en termes de satisfaction et de confiance, mais pas toujours dans le sens dans lequel on peut s'attendre. C'est-à-dire que le cynisme et le ressentiment envers la politique est parfois plus élevé chez les catégories d'âge plus élevées également. Donc ça, c'est un élément intéressant. Là où les jeunes se distinguent, c'est en termes de connaissances politiques, qui est moindre, et en termes de socialisation ou d'identification à un parti politique, qui est là aussi moindre. C'est une question simplement de formation et d'avancée dans la vie. Et en termes de vote, est-ce que le vote blanc est plus important ou surreprésenté dans ces classes d'âge pour les jeunes ? Tout à fait, et en particulier à Bruxelles. Ça se distingue assez fortement par rapport à la Wallonie. Donc là, il y a clairement, mais ça fait partie, ça a toujours été le cas, mais de manière plus amplifiée aujourd'hui, les jeunes votent davantage blanc parce qu'ils ont moins d'affiliation ou d'affinité ou d'identification avec un parti politique. Ouais, et ce que vous aviez constaté aussi, c'est que l'adhésion au Parti populaire était assez importante. Oui, en termes d'attitude et de proximité d'attitude, voilà. Mais de manière générale, aussi peut-être une proximité plus développée vis-à-vis du PTB ou d'Écolo. Ça, ce sont un peu les types de profils électoraux. Mais en même temps, comme je l'ai dit, c'est l'abstention et le vote blanc qui importent. Ouais, c'est vrai que ça doit interpeller, la politique que vous êtes, Delphine Houbat. Oui, c'est une question qui me préoccupe beaucoup, qui est cette question de la confiance entre les citoyennes et les citoyens et les politiques de l'autre côté, et puis des politiques aussi envers les citoyens, c'est important. Et donc je pense que ça a été dit, il faut être à l'écoute de ces jeunes. On est maintenant des relais, et donc évidemment une forme de relais privilégié, vu qu'on est quand même fort proche d'eux. Je pense qu'il faut une éthique personnelle de l'engagement. Il faut aussi que les décisions politiques qu'on prend, les orientations qu'on prend, se fassent au bénéfice de l'intérêt général. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. Moi, en tant qu'échevine, je veille à tout ça. Je veux développer le tourisme durable. J'ai prêté d'ailleurs du matériel pour la manifestation. Je trouve que c'est important. Donc, on a des leviers, on est engagé. Les événements aussi, il faut qu'ils deviennent exemplaires à la ville. Voilà, on est là pour aussi porter des projets et donc à nous de les rendre concrets. Alexandre Pearson, sur cette responsabilité. Mais on a une grande responsabilité. Je pense qu'il y a déjà un élément duquel on peut vraiment se réjouir, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la mobilisation, grâce à cet engouement, la question climatique est vraiment au centre du débat et l'ensemble des partis politiques en parlent. Donc ça, c'est déjà une première chose et un premier élément qu'il faut souligner. Et la deuxième chose, c'est je pense qu'il faut vraiment que les jeunes aussi s'engagent. C'est dommage, à une époque où il n'a jamais été aussi facile de s'engager. On le voit même à Woluwe-Saint-Pierre, un tiers des mandataires à moins de 35 ans. C'est quand même incroyable dans une commune où on pourrait dire que l'âge moyen est assez élevé. Mais donc s'engager est vraiment primordial. Alors, Maëlle de Brouwer, quid de l'obligation scolaire? Si ces jeunes continuent à manifester tous les jeudis, est-ce qu'à un moment donné, vous leur conseillez de rentrer en classe, puisque chaque manifestation, c'est un demi-jour d'absence, et qu'on va prendre du retard sur le programme, ou vous leur dites continuer? J'estime que je n'ai pas à dire aux jeunes ce qu'ils ont à faire. Oui. Là, vous avez une opinion peut-être. Si j'étais à leur place, je continuerais à manifester. C'est un peu une forme de désobéissance civile. Et je comprends. En fait, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on a là des adultes dans les écoles, soutenus par la ministre,
qui sont là à dire aux jeunes ce qu'ils ont à faire. En fait, non, en les bloquant, en disant non, en fait, vous allez avoir une absence injustifiée si vous venez pas en cours. Émeric Delamotte, vous dites quoi, vous? Moi, je suis en désaccord avec Mlle de Breuer. Vous pensez qu'ils doivent rentrer en classe? Justement, moi, je trouve que leurs revendications sont légitimes et je les entends, mais je considère qu'ils ne devraient pas manifester durant le temps scolaire parce que le temps scolaire est dévolu à l'apprentissage des savoirs, à l'apprentissage de valeurs comme l'effort, le mérite. Et donc, moi, je leur demande d'arrêter de manifester la semaine et de manifester. On fait un rapide tour de table là-dessus. Stéphanie Koplovitch, vous dites quoi, vous, très rapidement, s'il vous plaît? Je dis non, continuez, mettez la pression. Les gars, vous avez bien compris que c'est comme ça que ça marchait. Et je veux juste dire que dans plusieurs communes, on a déposé des motions dans nos conseils communaux, on était présents pour dire que les communes soutiennent officiellement et veillent à ce qu'il n'y ait pas de sanctions envers ces élèves-là. Alexandre Pierson. Moi, je suis complètement pour, mais il faut aussi inviter ces jeunes dans les lieux de décision et de débat. Donc ils peuvent continuer. L'idée d'un grand débat parlementaire est important, parce que les politiques n'ont pas la science infuse. Il faut joindre les jeunes, les scientifiques, et vraiment l'idée d'un débat. Alors Delphine Houba, rapidement. Ça contribue à créer un rapport de force maintenant. Donc ils peuvent continuer à manifester malgré mais je pense que ça doit être saisi comme une opportunité d'en faire de la pédagogie. Quand vont être récupérés alors les cours qui ont été ratés pendant tant de jeudis? Voilà, chacun a eu son opinion. Tout le monde apprend avec ça, vraiment. Le temps scolaire n'est pas un temps politique. Pour moi, la politique peut s'exprimer en dehors du temps scolaire. Je voudrais encore faire un tour de table sur une question dont on parle régulièrement. C'est pourquoi pas avancer le droit de vote à 16 ans. Votre opinion là-dessus, Émeric Delamotte, c'est un débat qui revient régulièrement. On voit une certaine maturité de ces jeunes. Est-ce que c'est le moment de remettre ce débat-là sur la table? Non, pas spécialement. Je pense que c'est pas parce qu'un jeune participe à une manifestation qu'il doit voter dans la foulée. Il se crée une culture politique, mais je pense que l'âge de 18 ans est un bon âge actuellement. 16 ans, c'est un peu trop tôt, un peu trop précoce. Delphine Houba, votre avis, vous? Le PS est réservé sur la question aussi. On se base sur une étude du Conseil de la jeunesse. Oui, mais la jeune politique que vous êtes... Oui, je pense que, comme je l'ai dit, il y a tout à fait moyen de s'engager en politique de manière très diverse. Et comme on se rend compte, les enquêtes sorties d'urne de l'ULB démontrent que les jeunes sont quand même parfois un peu désorientés par rapport aux choix qu'ils doivent faire. Moi, par exemple, j'ai étudié à l'Athénée des Pagodes, une école de la ville de Bruxelles, et j'ai eu droit à un cours d'institution dans lequel on m'a appris, donc vers 17-18 ans, qu'il existait différents partis politiques qui avaient des tendances. Et je pense que c'était le bon moment pour l'apprendre. Donc c'est plutôt non, quoi, le droit de vote à 16 ans, si j'ai bien compris. Oui, Maëlle de Brouwer. Alors, Écolo est plutôt pour, en fait, le droit de vote à 16 ans, et quel que soit le niveau. Mais effectivement, nous pensons que ce droit de vote doit être accompagné d'une information, d'un apprentissage de c'est quoi nos institutions, comment ça fonctionne, c'est quoi la sécurité sociale. Et tout ça participe... Donc avant 16 ans alors, dès 15 ans. C'est ça. Ouais. Et tout ça participe en fait de la réflexion globale qu'Écolo porte sur la démocratie et sur c'est quoi la démocratie. Ouais. Stéphanie Koplovitch. Oui, on est totalement pour. D'abord aussi, le Conseil européen dit encourage à ce que les jeunes votent à 16 ans pour les élections communales. Ensuite, un jeune de 16 ans peut se prendre une SAC, peut même... Là, on parle des régionales et des fédérales également. Mais oui, mais allons-y. Moi, je suis pour. On voit aujourd'hui qu'ils sont dans la rue, qu'ils ont des avis. On parle de est-ce qu'ils sont assez informés. Écoutez, il y a plein d'adultes qui votent qui ne sont pas assez informés non plus. Donc, je trouve que ce qui vaut pour les jeunes vaut pour les adultes. Donc, informons mieux les gens. Ça, je suis à 100% d'accord. Mais oui, nous, on est pour le vote à 16 ans. Et pour vous, Alexandre Pierson? A priori, si c'est cet âge-là qui avait été considéré pour qu'une personne soit mature et réfléchie, je pense que aujourd'hui, le débat n'est pas là. Aujourd'hui, l'urgence, plutôt c'est oui. d'écouter. Je vous pose une question, donc je lance le débat. Plutôt oui ou plutôt non? L'urgence n'est pas là. L'urgence, c'est d'écouter peu importe son âge, les citoyens aujourd'hui et de prendre des C'est un débat qui est mûr. Je vous demanderai une réponse rapide. Émilie Vanout, aujourd'hui, ce droit de vote à 16 ans ou pas encore? C'est un débat récurrent surtout. C'est un marronnier. On appelle ça un marronnier. Et donc... on va en parler, mais ça ne sera pas concrétisé. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. On l'entend ici, on voit bien que les avis sont partagés. Donc, pour toute décision politique, il faut une majorité. Voilà, on verra donc si ce débat revient sur la table lors du prochain scrutin et des prochaines négociations gouvernementales. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Questions politiques. Très bonne soirée à tous.